Oui, bon, ben, j'espère que tout le monde a bien mangé. Donc, avec notre premier panel de l'après-midi. Donc, je vous présente Mounira Chati. Mounira est professeure de littérature francophone à l'Université Paris 8. Elle a publié la fiction érotique, création littéraire arabophone et francophone en terre islam. Ça a été édité par Classique Garnier. Et la traduction comme expérience des livres des limites par Cube. Elle a co-dirigé les actes du colloque de Sérésie, le théâtre des genres dans l'œuvre de Mohamed Boud, traduire les mondes arabes, littérature plein sud et sexe, genre, identité. Et elle, le titre de son intervention, c'est « Les créations judiciaires d'Emmanuel Fabre ». Excusez-moi, est-ce que vous pouvez utiliser l'autre micro? On ne vous entend pas en ligne. C'est pour ça, celui-là. Vous voulez que je refasse? Comme vous. Ça va aller, je pense. Essayez. Oui, bonjour. Oui. Merci beaucoup. Bonjour, donc je voudrais adresser mes remerciements au comité d'organisation et donc, sans trop tarder, je commence la communication. Dans un dossier de la revue Fiction, intitulé « Littérature du procès, procès de la littérature », Mathilde Baraban et Laurent Demanze rappellent que droit et littérature ont en partage une pratique du récit comme élucidation et interprétation du monde, un rapport complexe et contradictoire à la morale aussi. Ils notent que les procès ont envahi l'espace représentationnel en quelques années, invitant la critique à s'interroger sur, d'une part, les points de contact et de convergence, et d'autre part, les fractures entre droit et littérature. Dans la littérature à la barre, 20e, 21e siècle, Christine Baron soutient l'idée d'une rivalité sur leurs puissances respectives de compréhension, d'élucidation et de capacité à embrasser le bien. Je cite. « Droit et dire, écrit-elle, ont une racine commune, desserrer et déjà énoncer, annoncer une vérité, fut-elle subjective. Que cette vérité de la littérature ait voulu être l'autre inquiéteur du droit, trace une ligne de partage entre des écrivains, des imaginaires, des questionnements, entre héros rebelles et héros du devoir, entre écrivains transgressifs et écrivains en quête de justice, catégories qui ne sont parfois pas exclusives l'une de l'autre, et multiplie les plans du discours, se dessine un parcours accidenté dans lequel nous rencontrerons constamment des diades, des oppositions, mais aussi des solidarités inattendues entre légalité et légitimité, vérité et règle, responsabilité et liberté. V13, c'est le nom de code donné par le milieu judiciaire. Voilà. Et journalistique au procès des attentats terroristes du 13 novembre 2015 au Stade de France, sur les terrasses parisiennes, puis au Bataclan, qui s'est déroulé du 8 septembre 2021 au 29 juin 2022. À l'instar de l'engagement d'Hannah Arendt comme reporter pour couvrir en 1961 le procès d'Eichmann, qui a donné son ouvrage Eichmann à Jérusalem, publié en 1963, des journalistes, des écrivains et des dessinateurs, judiciaires ou pas, ont suivi ce procès avant d'en publier les chroniques réalisées au fil des audiences, parmi lesquelles on peut citer Emmanuel Carrère, V13, chronique judiciaire en 2022, Sylvie Caster, 13 novembre, chronique d'un procès, la même année, Esdine Ahmed Chaouch et Valentin Pasquier, dossier V13 également en 2022. Mon propos, par manque de temps, va se limiter au livre d'Emmanuel Carrère. Je vous prie de m'en excuser. Et à l'écrit, je développerai justement une comparaison comme prévu entre ces trois ouvrages. Donc, V13, chronique judiciaire d'Emmanuel Carrère, se divise en trois parties. Les victimes, les accusés et la cour, suivi de 2 pages de remerciements
et de la postface, un journaliste, de Grégoire Leménager, alors rédacteur en chef de l'Obs. Le postfacier explique qu'Emmanuel Carrère s'était mis en tête de suivre le procès du 13 novembre. Il y voyait la matière d'un livre à venir. Il souhaitait en attendant le raconter sous forme de chronique hebdomadaire dans un journal. Chaque semaine, du 10 septembre 2021 au 7 juillet 2022, il a détaillé pour les lecteurs de l'Obs la sale histoire, pleine de sang et de larmes, de ce maudit 13 novembre 2015. Les trois parties du récit se subdivisent elles-mêmes en chapitres qui sont à leur tour répartis en brèves séquences textuelles. La structure, l'abondance, la variété et le caractère parfois énigmatique des titres mettent en exergue quelques effets probablement recherchés par l'écrivain. La clarté et la simplicité dans la composition du récit qui a pour objet les nuits. Donc, il y a une sorte de contraste entre ce dont il est question et la structure même du récit. L'affirmation en tant qu'écrivain après avoir publié ses chroniques dans un journal. La volonté affichée de dépasser les oppositions et les évidences pour souligner des interrogations complexes, des zones d'ombre, des zones grises, des moments de perplexité, d'hésitation, d'indécision, un horizon parfois déceptif, de mon point de vue, en dépit de cette volonté, car des questionnements dérangeants ou ambigus se trouvent parfois mis à la marge du récit. D'emblée, Emmanuel Carrère précise son statut. Je n'ai pas été touché par les attentats. Personne ne l'a été dans mon entourage. Il est présent en tant qu'écrivain, qui donc, précise-t-il, ne s'autorise que de son désir. Son récit affiche une certaine logique de contraste, comme dans le chapitre inaugural, où la banalité des titres contraste avec ce dont il est question. Décontextualisés, les 4 titres, le premier jour, la rentrée, le programme et la boîte, peuvent évoquer une banale rentrée scolaire. Or, ce qui s'annonce est extraordinaire et l'écrivain veut absolument en être pour plusieurs raisons, dont une essentielle, dit-il. Je cite. Ce qui s'ouvre aujourd'hui ne sera pas, comme on le dit parfois, le Nuremberg du terrorisme. On a jugé à Nuremberg de hauts dignitaires nazis. On jugera ici des seconds couteaux, puisque ceux qui ont tué sont morts. Mais ce sera quelque chose d'énorme aussi, quelque chose d'inédit à quoi je veux assister. Première raison. Une autre est que, sans être spécialiste de l'islam, encore moins arabisant, je m'intéresse aussi aux religions, à leur mutation pathologique et à cette question. Ça commence où, le pathologique? Quand il s'agit de Dieu, où commence la folie? Qu'est-ce que ces types ont dans la tête? Mais la raison essentielle, ce n'est pas ça. La raison essentielle, c'est que des centaines d'êtres humains qui ont en commun d'avoir vécu cette nuit du 13 novembre 2015, d'y avoir survécu ou d'avoir survécu à ceux qu'ils aimaient, vont se tenir devant nous et parler. Jour après jour, nous allons écouter des expériences extrêmes de la mort et de vie, de mort et de vie. Et je pense qu'entre le moment où nous entrerons dans cette salle d'audience et celui où nous en sortirons, quelque chose en nous aura bougé. Ce procès, dont on a souvent dit que ce serait le procès du siècle, un procès pour l'histoire, un procès exemplaire, est résolument l'espace-temps où la parole des victimes et des parties civiles sera écoutée, accueillie, enregistrée, retranscrite le plus fidèlement possible. Cette parole va dire la mort tragique, ou comment on survit quand on a vu la mort en face. Voir et écouter les victimes, tel est donc le moteur principal qui pousse Emmanuel Carrère à aller se confiner au cœur de Paris, un cordon orange autour du cou, dans une grande boîte en bois blanc où il a passé 10 mois mal assis. À la fin du procès et de son livre, Emmanuel Carrère réitère ce motif central en citant Aurélie Sylvestre, dont le mari Mathieu a été tué au Bataclan, ce qu'elle raconte dans Nos 14 novembre. En descendant les marches de la salle des criers, après l'annonce du verdict complet, Aurélie Sylvestre file la métaphore du paquebot et qualifie le procès de traversée, durant laquelle tout a été fait pour que la parole soit déposée
avant de rendre la justice. Je cite, « On nous a donné un lieu et du temps, tout le temps qu'il fallait pour faire quelque chose de la douleur, la transformer, la métaboliser. Et ça a marché. Ça s'est passé. On est parti. On a fait cette longue traversée. Et maintenant, le bateau entre au port. On débarque. » L'écrivain opte pour un format très bref pour chacun de ces chapitres chroniques, dans le but d'exposer clairement le déroulement du procès. On alterne entre plans larges et morceaux choisis. Des instants d'audience tantôt tragiques, tantôt plus légers succèdent. Il propose une galerie de portraits aussi, accusés, experts, magistrats, avocats et surtout victimes. Sa propre ambition s'identifie à celle du procès lui-même, qui constitue donc l'horizon de son livre. Ce procès, dit-il, a une ambition démesurée, qui est de déplier 9 mois durant, sous tous les angles, du point de vue de tous les acteurs, ce qui s'est passé cette nuit-là. Il y a d'abord eu 2 semaines d'état des lieux. On entre maintenant dans une autre dimension. 5 semaines durant, on va écouter les témoignages des parties civiles, c'est-à-dire les survivants et les paroles et les proches des morts. S'il ne peut citer toutes les personnes qui prennent part au procès, dont 2500 victimes constituées et 13 accusés présents, il détache les figures les plus marquantes. Parmi les victimes, il y a Maya du Karim, Alice et Aristide du Petit Cambodge, Nadia qui pleure sa fille, Lamia de la Belle Équipe, celles et ceux du Bataclan, dont certains témoignages sont retranscrits dans le chapitre intitulé « Dans la fosse », sous la forme d'un chœur polyphonique. Clarisse, Aurélie, Lydia, Amandine, Thibault, Gaëlle, Edith, Pierre-Sylvain, Hélène, Bruno. Ici, le narrateur-écrivain, ou la voix narrative, s'efface. C'est le point de vue de ces personnes qui oriente la perspective narrative. Il y a aussi Guillaume Lélu, Guillaume Leblier. Il y a Georges Saline, dont la fille Lola a été tuée au Bataclan, et qui dit qu'on ne lutte pas contre la barbarie par la barbarie, et que ce qui justifie un tel procès, c'est le respect scrupuleux de la norme de droit. Il y a Marilyn, touchée par écoute d'une ceinture explosive aux abords du Stade de France. Il y en a tant et tant d'autres aux témoignages bouleversants. L'écrivain cite leurs paroles, parvient à suggérer leur souffrance infinie, le sentiment d'une perte irréparable, leur profonde humanité. Il évoque aussi la culpabilité d'avoir survécu, qui ronge presque tous les survivants. Pourquoi sont-ils morts, eux? Pourquoi moi suis-je survivant? Elle a un visage qui les hante. Le visage de quelqu'un qui appelait à l'aide, qu'on aurait peut-être pu secourir et qu'on n'a pas secouru. Il tient aussi à ce qu'on sache que beaucoup ont bien agi, et souvent mieux que bien, au-delà de ce qu'exige la morale, à moins d'imaginer que ce soit plus ou moins consciemment construite parmi les rescapés du Bataclan une fiction collective de noblesse et de fraternité, ce qui est possible, on est impressionné, audience après audience, par ces exemples d'entraide, de solidarité, de courage. Les qualités rhétoriques, pédagogiques et éthiques du V13 d'Emmanuel Carrère en font une référence importante parmi les récits de fiction du 13 novembre. Cependant, comme le regrette Julie Alix, professeure de droit pénal, contrairement à janvier 2015, le procès de Yannick Enel et François Bou, ce livre, V13 donc, n'ouvre pas véritablement, je cite, un abîme de questionnement sur l'homme, sur le rôle du droit ou encore sur le sens de la justice et de la peine. Avec son V13, poursuit-elle, Emmanuel Carrère inscrit sa chronique sous un angle résolument humain, sans pénétrer la complexité des questions, des débats, des enjeux philosophiques ou juridiques. Selon la juriste, ayant choisi d'écrire pour contribuer à la construction de l'histoire et de la mémoire du 13 novembre, Emmanuel Carrère fut amené peut-être à brider, d'une certaine manière, son imagination d'écrivain. Je cite Julie Alix, « Conscient que ce procès
peut-être plus que tout autre, participe à l'œuvre de construction de la vérité, non seulement judiciaire, mais aussi historique. Emmanuel Carrère observe cette fonction narrative. Mais à l'image du procès qu'il restitue, l'auteur n'échappe pas à un humanisme bien pensant qui confère à l'écriture une dimension performative. L'histoire se souviendra du V13 d'Emmanuel Carrère et de ce procès, somme toute exemplaire. Voici quelques éléments qui pourraient, de mon point de vue, contribuer à cette réflexion sur peut-être les limites du V13 ou les raisons peut-être pour lesquelles V13 ne comble pas les attentes, en tout cas de tous les lecteurs, et en tout cas de moi en tant que lectrice tout simplement. Alors, ces éléments, ils portent sur trois motifs ou sujets. La question du sacré et la notion de communauté. J'y reviendrai. Je n'ai pas de souris, donc c'est compliqué. La question de la langue, donc j'y reviendrai aussi, la langue arabe, qui se trouve dévoyée par le terrorisme. La critique aussi du verdict, et enfin l'usage de quelques citations, notamment philosophiques. Voilà, je m'arrêterai à ces... Donc, je vais développer chacun de ces sujets très rapidement. Voilà. Alors, donc je reprends le premier élément, sacré et communauté. Après avoir usé à de nombreuses reprises des métaphores du bateau et de l'avion, l'écrivain va jusqu'à comparer le lieu du procès à une église et le procès à une manifestation du sacré. Je cite. « Jamais, pas une seule fois, je n'ai envisagé d'arrêter. Jamais je n'ai eu envie de sortir de la boîte. Je savais, nous savions que nous étions en train de vivre ensemble tout autre chose qu'un machin vertueux pour l'histoire, le happening judiciaire pharaonique et vain qu'on avait de bonnes raisons de craindre au début. Tout autre chose. Une expérience unique d'effroi, de pitié, de proximité, de présence. C'est seulement tard que j'ai pris conscience du fait que la boîte ressemble à une église moderne et qu'il s'y est déroulé quelque chose de sacré. L'image de l'église et l'évocation du sacré peuvent dérouter certains lecteurs. Les représentants de la justice, juges, avocats, enquêteurs, etc., ne convoquent pas, me semble-t-il, l'axiologie religieuse pour qualifier ce qui s'est passé durant ce procès. L'écrivain, lui, mêle le profane et le sacré, car il veut célébrer la constitution, jour après jour, de ce qu'il appelle une communauté qui se retrouve pour une dernière fois aux Deux Palais. Je cite, « La soirée qui a suivi a été la plus extraordinaire que j'ai passée et probablement passerai de toute ma vie. Tous ceux qui y étaient vous diront la même chose. Il n'y a plus que nous deux aux Deux Palais. Il n'y a plus que nous aux Deux Palais. Nous qui avons passé tant d'heures sur ces banquettes sombres, devant ces tables en bois verni, nous, cette communauté qui ce soir se sépare. Nous sommes tous là, et parmi nous un bon tiers de partie civile, assez pour que les autres, ceux qui n'ont pas souffert, ceux qui, comme moi, sont de l'autre côté de la barrière, puissent se dire que l'étrange liesse de cette soirée n'est pas quelque chose d'indécent. On est là, on est ensemble, on commente le verdict, on s'étreint. Ce qu'on a vécu ensemble est de trop fort, incommunicable, personne ne le saura qui n'y était pas. Ce nous n'est pas inclusif. Dans tous les cas, le lecteur n'en fait pas partie. Au sens étymologique, la communauté est un groupe de personnes qui jouissent de manière indivise d'un patrimoine, un bien, une ressource, ou bien au contraire une obligation, une dette. Emmanuel Carrère n'hésite pas non plus à utiliser l'adjectif qualificatif d'incommunicable, ce qui peut surprendre de la part d'un écrivain souvent en quête du mot juste. Maintenant qu'il est arrivé à la fin du livre, le lecteur n'est-il pas en droit de s'étonner de ce ton emphatique ou même péremptoire? D'ailleurs, l'écrivain garde cette emphase jusqu'au bout, en utilisant les pronoms possessifs « mon » et « notre ».
je cite, « Mon procès, oui, on s'en rend compte ce soir, tous, même les gens qui, comme moi, n'étaient que des observateurs, ça a été notre procès et il est fini. » La manière inclusive dont Yannick Enel clôt son récit, il me semble qu'elle invite davantage à poursuivre ensemble, auteurs et lecteurs, cette réflexion problématique sur la littérature et le droit, mais je n'ai pas le temps de citer, peut-être qu'on y reviendra. Alors, je passe à l'autre sujet qui me semble problématique. Ça porte sur le terrorisme et le dévoiement de la langue arabe. À l'image du procès, donc, V13 d'Emmanuel Carrère est aussi une petite histoire du djihadisme moderne. Le livre propose une plongée dans les trajectoires de radicalisation de la jeunesse et emploie évidemment quelques termes. Le fondamentalisme et le terrorisme islamique pervertissent la langue arabe. Des mots familiers, quotidiens, banals, des mots plus recherchés ou techniques se réduisent tous à des mots qui signifient et portent la mort. Emmanuel Carrère cite des mots de ce que la sociologue et politologue Amélie Chély appelle le dictionnaire des islamistes. Khalifa, Taqiyya, Anachid, Kofar, Salafisme, et j'en passe. Il aurait pu insister davantage sur ce phénomène de détournement et de dévoiement de sens qui forge les nouveaux concepts produits par l'islam radical. Car le langage est devenu un combat capital pour les partisans d'un islam politique. Dans le chapitre Taqiyya, l'écrivain note que les avocats abusent de ce terme. Et il rappelle une acception historique de ce terme chez les chiites entre le 8e et le 15e siècle. Et il constate que les djihadistes d'aujourd'hui ont fait de cette dissimulation, Taqiyya c'est au sens de dissimulation, une seconde nature. Alors, je n'ai pas le temps de citer comme prévu, mais il se trouve que le terme taqiyya fait partie de l'arabe tout simplement familier, que n'importe qui, qu'il soit religieux ou pas, mais il suffit qu'il fasse partie de cette culture, utilise. C'est un mot qu'on emploie dans les différentes langues arabes orales, et ça signifie tout simplement qu'on demande à quelqu'un de craindre Dieu avant de faire ceci ou cela. Et donc, voir finalement que le sens est restreint, que toute la polysémie des mots arabes se trouve entièrement réduite, que le sens figuré, c'est exactement ce que le fondamentalisme veut faire, c'est réduire la langue arabe à la littéralité. Et la sociologue Amélie Chély, qu'est-ce qu'elle constate? Qu'aujourd'hui, dans la littérature et dans les médias français, on fait avec la langue arabe exactement ce que les fondamentalistes veulent qu'on en fasse. C'est-à-dire qu'on est tous à abuser de termes qui signifie la mort, alors qu'on ne se rend pas compte que ces mots font partie du vivre tout simplement quotidien des gens et qu'en réduisant la langue arabe au sens littéral et en plus à un sens absolument mortifère, eh bien, on blesse des millions et des millions de gens à qui aujourd'hui finalement, on leur dit non, votre langue, elle ne vaut rien, elle porte la mort et chaque mot, on le connaît mieux que vous, alors que c'est exactement ça s'est développé depuis une vingtaine d'années. Donc, il y a énormément de mots qui sont comme ça. Anachid. Carrère aussi nous explique ce terme. Il fait l'effort, il nous dit, voilà, je me suis renseignée, Nadia Mondégar, elle m'a dit, le masculin, le singulier, c'est Nachid, le pluriel, c'est Anachid, etc. Mais qu'est-ce qu'il nous donne finalement comme sens dans son propre dictionnaire? Les anachides, dit-il, sont des chants guerriers qui font partie de la culture djihadiste. Musicalement, c'est plus ou moins du rap, les paroles sont belliqueuses et même sanguinaires. Et il rappelle quand même que, et c'est grâce à Nadia, que Nadia lui a rappelé qu'à l'origine, ce sont des chants soufis, exprimant donc la spiritualité musulmane. C'est un peu la musique sacrée des musulmans. En réalité, anachid, ça aussi, c'est un mot tout à fait familier. Anshuda, je pense par exemple à un poème qui s'appelle Anshudat al-Matar, c'est la anshuda ou le chant ou la mélodie de la pluie d'un grand poète qui a participé à la modernisation de la poésie arabe, qui est Al-Bayati. Et je pense que le pauvre, s'il lisait, il est mort par chance, mais s'il lisait ça, que Anshuda, c'est un chant belliqueux, sanguinaire, etc., et que vraiment, c'est quand même très, très compliqué. Et j'avoue que, parce qu'on parle beaucoup depuis hier voilà, eux et nous,
comment on communique ensemble, comment, eh bien, j'avoue qu'à chaque fois, je suis heurtée en tant qu'arabophone, que je suis née dans cette langue et que voilà, ça me blesse énormément de voir que des mots arabes qui me sont chers, ben, aujourd'hui, ils font partie d'un dictionnaire de la mort. Donc, c'est très problématique. Et qu'un écrivain finalement participe à une culture, à diffuser quelque chose comme ça qu'on peut trouver dans n'importe quel papier et rédigé très rapidement sans c'est problématique, c'est pas ce qu'on attend d'un écrivain à mon avis, en tout cas on attend peut-être autre chose et juste voilà, critique du verdict, bon peut-être qu'on en parlera, voilà, je trouve aussi que là il ne s'engage pas beaucoup dans la critique, notamment de la peine de la condamnation de Salah Abdeslam à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Il le dit, il dit cette condamnation nous met tous mal à l'aise, mais il évacue très vite le problème pour justement profiter de la soirée en disant mais on n'est pas là pour commenter ça. Bah si, je sais pas, si, on est un peu là pour ça quand on écrit un livre et qu'on prend de la distance. Mais là, bon, voilà, donc là, effectivement, je trouve que, encore une fois, par rapport à cette partie sur le verdict, Emmanuel Carrère ne propose pas un livre qui s'affirme comme, pour reprendre l'expression de Christine Baron, l'autre inquiéteur du droit. Là, c'est pareil. Et puis, dernière chose, juste sur, et vraiment, je termine, sur les citations. Alors, il cite Simone Weil, Emmanuel Levinas, Yankelevich Spinoza, etc. Mais très, très souvent, il ne les commente pas, il n'en fait strictement rien. C'est une sorte d'un peu de compilation ici ou là, ça parsème un peu le texte et en fait en tant que lecteur, voilà, on aimerait qu'il aille un peu plus loin, qu'il nous dise ce qu'il veut faire de ces citations. Quand il cite Spinoza, on pensait que ça serait passionnant, etc. Quand il dit voilà, Spinoza qui dit ne pas juger, ne pas déplorer, ne pas s'indigner, seulement comprendre, ben, il n'en fait rien, il ferme la parenthèse ou les guillemets et puis c'est au lecteur de faire quelque chose. La même chose, la citation de Simone Weil, bon, le mal sur la question du mal, il n'en fait pas grand-chose non plus et même Emmanuel Levinas sur l'expérience sur le visage de l'autre. Bon, voilà, donc on reste un petit peu sur sa fin et j'ai pas le temps de donner notre conclusion, mais bon, c'est pas grave. Voilà, désolée d'avoir dépassé. Merci beaucoup. Pour la prochaine intervention, je vous présente Pierre Azou, qui est en 4e année du programme PhD doctorat en études françaises à l'Université de Princeton. Il a écrit sur Zemmour, Lévinas, Monterland, et son projet de thèse porte sur la figure du terroriste dans l'essai et le roman contemporain. Oui, oui. Merci, vous m'entendez bien? Rassurez-vous, c'est ma seule expérimentation graphique. C'est PowerPoint. J'ai aussi commencé avec Emmanuel Carrère. Exactement, j'ai commencé avec une citation qui nous donne une citation de Salah Abdeslam lors du procès. C'est comme si... Pardon, comment je passe les slides? C'est avec ça. Les flèches de côté. Comme ça, très bien. Cette citation d'Abdeslam, c'est comme si vous lisiez la dernière page d'un livre. Ce qu'il faudrait, c'est lire le livre depuis le début. Salah Abdeslam aurait déclaré ça pour se justifier. On comprend que Carrère ait été frappé de sa citation. J'imagine qu'on est tous ici, vu le thème de notre colloque. Mais ce qui m'intéresse surtout dans cette citation, ce qui la rend encore plus intéressante à mes yeux, c'est qu'elle a été faite par Abdeslam alors qu'au début du procès, il avait revendiqué et exercé son droit au mutisme. En effet, en se situant d'abord dans l'absence totale de mots
pour mieux ensuite en appeler au livre comme une totalité donneuse de sens par les mots précisément, Abdeslam a incarné, le temps de ce procès, tout le paradoxe du terrorisme, tel que Ori Hazenzweig, dans un livre que je vous recommande à tous, qui s'appelle Fiction de l'anarchisme, publié en 2001, donc paradoxe du terrorisme tel que Hazenzweig l'a mis en lumière. D'une part, dit Hazenzweig, pour remplir son premier objectif, qui est de choquer, de saisir les esprits, l'acte terroriste se doit d'être opaque, illisible, sinon inconcevable. En effet, il entend susciter des réactions telles que « Mais comment as-tu pu faire ça? Pourquoi tu es innocent ?» Et l'un des objectifs du procès étant d'apporter des réponses à ces questions, le silence d'Abdeslam l'en empêche et perpétue donc l'opacité de l'acte terroriste. Mais d'autre part, je cite encore Hazenzweig, cette opacité, cette inintelligibilité de l'acte violent ne se comprend que par rapport, ou plus exactement par contraste avec, la lisibilité du discours idéologique qu'il est censé promouvoir. Fin de citation. En effet, s'il n'y avait que cet acte terroriste illisible, on devrait parler de folie criminelle. Il n'y aurait pas de raison d'employer le terme de terrorisme. Donc le paradoxe du terrorisme, selon Hazenzweig, c'est qu'il est un type particulier de speech act, pour reprendre le terme d'Austin. D'un côté, c'est un acte qui dit précisément dans la mesure où il ne dit rien, sans quoi il prendrait la place du discours, mais de l'autre, c'est un discours qui n'est rien sans l'acte, car sans l'acte, on ne prêterait pas attention à lui. On peine en effet à imaginer Salah Abdeslam publié et vendant des millions d'exemplaires s'il n'avait pas commis cet acte terroriste. Donc ce quelque chose qu'on appelle terrorisme se situerait au croisement de deux riens, de deux néants, ou plutôt ce quelque chose qu'on appelle terroriste, car en effet, c'est bien cette figure du terroriste qui nous permet de lier l'acte et le discours. Et dans la mesure où il vient combler une absence, où il nous permet de saisir un néant, cette figure est une fiction, d'où le titre du livre d'Hazenzweig. Et encore une fois, l'exemple des attentats du 13 novembre et de Salah Abdeslam résume parfaitement la thèse d'Hazenzweig, puisque dès lors qu'il s'est agi d'un attentat suicide, la raison pour laquelle on est en mesure de juger Abdeslam, c'est précisément qu'il n'a pas commis l'attentat, puisqu'il a renoncé à faire détonner sa ceinture explosive. Il fait donc office de figurant pour un terrorisme d'autant plus insaisissable que ses auteurs sont morts, donc absents. Puisque le procès du terrorisme est le lieu d'incarnation de cette fiction, on ne s'étonnera pas qu'aux deux procès principaux de ce type, celui des attentats de Charlie Hebdo et celui des attentats du 13 novembre, deux écrivains aient été présents, qu'ils aient été invités ou qu'ils se soient invités. Enfin, c'est une question intéressante aussi, mais je n'aborde pas ici. Yannick Enel et Emmanuel Carrère, donc, et on ne s'étonne pas non plus qu'ils en aient tiré chacun un livre, respectivement V13 et le procès. Or, j'ai commencé avec cette citation d'Abdeslam qui montrait que le terroriste, lui aussi, en appelait à un livre. Et la question que je voudrais poser ici est donc la suivante: qu'est-ce qui distingue ces livres? Qu'est-ce qui distingue le livre auquel fait appel le terroriste des livres que Enel et Carrère écrivent? En d'autres termes, Enel et Carrère sont-ils les écrivains du procès terroriste, ou assiste-t-on avec eux au procès de l'écrivain terroriste, ou encore, en procès, l'écrivain et le terroriste sont-ils en situation d'alliés ou d'adversaires? Je dis bien de situation parce qu'il ne s'agit pas bien sûr de volonté consciente. Je vous propose d'aller chercher la réponse à cette question dans une autre question, qui est la suivante. Avant V13 et le procès, Enel et Carrère avaient déjà écrit deux livres, qui eux aussi traitent du terrorisme, respectivement Tiens ferme ta couronne en 2017 pour Enel et Limonov en 2011 pour Carrère. Or, si la matière de V13 et du procès a été écrite au fil de l'eau sous forme de chronique journalistique, en quoi elle relève de la catégorie plus générale de l'essai, Tiens ferme ta couronne et Limonov se présentent comme des romans. Question donc, pourquoi ce passage du roman à l'essai? Et cette question me permet de répondre à la première que je vous posais, la question principale, puisque je vois dans ce passage une tentative pour l'écrivain de se prémunir, comme de manière préemptive, disons, de l'accusation de collusion avec le terrorisme à laquelle il est exposé du fait de la dimension fictive du terrorisme. L'essai neutralise le potentiel terroriste de la fiction. Cependant, je vais aussi montrer que l'essai, lui aussi, a un potentiel terroriste. Or, cette fois, c'est le roman qui viendra neutraliser ce potentiel terroriste de l'essai. Et c'est donc pourquoi Enel et Carrère, dans ces quatre œuvres,
Oh, pardon. Oui, c'est moi. Ah, c'est bon, pardon. J'essaye de décaler la. Ah, pardon, celui-là. La réponse à la question principale que je posais, pardon, non, c'est donc pourquoi Enel et Carrère, dans ces 4 œuvres, en fait, ne passent pas du roman à l'essai, mais écrivent des romans-essais, ne cessent de passer d'un genre à l'autre dans ces 4 œuvres. Réponse donc à ma question principale, en procès, l'écrivain et le terroriste sont-ils alliés ou adversaires? Réponse, toujours les deux à la fois. Commence donc par la mise en fiction du terrorisme, qui est aussi la mise en accusation du romancier. Carrère et Enel sont présents au procès en ce qu'ils contribuent, dans un premier temps, à la fictionnalisation du terrorisme, nous permettant de le saisir et de le condamner. Et c'est précisément à ce titre qu'ils deviennent eux-mêmes suspects. Dans le roman, tout d'abord, le terrorisme figure bien sur le mode de cette absence rendue présente par le seul discours que propose Eisenzweig, et même, comme pour forcer le trait, il se présente dans ses romans à travers la parole la plus désincarnée qui soit, celle de la radio. Dans Limonov, je cite, soudain le programme est interrompu et on annonce qu'à Moscou, les acteurs, le public d'un théâtre ont été pris en otage par un commando de terroristes tchétchènes. Il y a d'autres exemples. Dans Tiens ferme ta couronne, je cite, en roulant au hasard, j'écoutais la radio et c'est ça nouvelle, encore de nouveaux attentats à Bruxelles. Ni ces attaques, ni ceux qui les ont perpétrés n'interviennent directement dans ces deux romans. Dans Tiens ferme ta couronne, elles sont le prétexte d'un débat idéologique entre plusieurs personnages. Et dans Limonov, elle constitue la toile de fond sur laquelle se détache le personnage éponyme. Limonov, qui est potentiellement terroriste, mais précisément uniquement potentiellement. En miroir, ce serait donc en tant que procès offre l'occasion d'une saisie romanesque du terrorisme que Enel et Carrère peuvent ou veulent en être, comme Carrère le disait, c'est la citation qu'il avait donnée. On sait que Ronald Dworkin, parmi d'autres, bon, je crois que le contrôle de Christine Baron qui en sait bien plus là-dessus, j'espère ne pas dire trop de bêtises. En tout cas, Ronald Dworkin aurait proposé cette analogie entre l'acte de juger et la narration. Il faut une histoire pour trancher un différend. Et ce serait donc pour mieux se placer du côté des juges que Carrère et Enel insistent, comme vous l'avez aussi rappelé, sur leur qualité d'écrivain dans leur saisie du procès. Carrère a dès le début, je cite, pensé que l'ambition de Bétrez était folle, démesurée et romanesque. Quant à Enel, il place ses chroniques sous le patronage d'Herman Melville, on appelle souvent à Dostoïevski, se présente aussi comme un écrivain qui n'aurait rien forcément à faire dans ce procès. En outre, les accusés aussi se prêtent à ce jeu. L'un d'eux, Carrère le cite, Carrère le dit, l'un d'eux veut se placer comme le narrateur juridique de son propre récit, c'est Enel qui dit ça. Un autre cite le romancier québécois André Berthiaume pour se justifier. Un troisième aurait pris le nom de Pierre Loti pour dissimuler son identité le jour des attaques. On a donc cette espèce de guerre des récits dans le procès. Le risque alors, qui nous ferait basculer dans une certaine forme de terrorisme, c'est que la fiction prenne toute la place, qu'elle devienne absolue, comme l'est le livre auquel se réfère Abdeslam, dont on peut supposer qu'il est inspiré par une lecture fondamentalisme du Coran, s'il n'est pas le Coran lui-même. Mais ce risque n'est pas seulement du côté des accusés. Si les juges, s'il se réduit à une fiction, s'il trouve toute sa vérité dans cette fiction, alors il n'a plus qu'à obtenir l'aveu et à punir. Et donc le procès devient inquisition. La fiction peut aussi justifier le recours par l'État aux armes mêmes des terroristes pour combattre les terroristes. On va frapper vite et fort en faisant montre de toute la puissance pour saisir les esprits. Et on pense bien sûr à l'administration Bush qui invente des armes de destruction massive en Irak. Dans la mesure où il met en fiction le terrorisme, le romancier court donc le risque de rejoindre le terrorisme à la fois du côté d'un terrorisme qu'on peut dire insurrectionnel et du côté d'un terrorisme d'État. Carrère courrait plutôt le premier risque. Limonov, le terroriste en puissance, est aussi romancier, et en cela, il est aussi le double de Carrère, qui joue beaucoup sur ce motif. Il structure même tout son roman autour de cela. Mais Limonov est aussi le double de Poutine, nous dit Carrère. Poutine, dont on pourrait dire qu'il exerce un terrorisme d'État. D'autant plus que Carrère, dans Limonov, fait son éloge en ces termes qui résonnent avec le paradoxe du terrorisme par lequel j'ai commencé. Je cite, Poutine fait ce qu'il dit ce qu'il fait. Enel, lui, serait plutôt du côté du terrorisme insurrectionnel. Son narrateur, lui aussi écrivain, témoigne de pulsions destructrices. Je cite, cette nuit-là, j'aurais voulu incendier cette forêt de sang, changer en bûcher cet océan écarlate. Citation. Il a parfois des formules qu'on ne s'étonnerait pas de trouver dans la bouche d'un recruteur islamiste. Je cite,
À un moment de sa vie, chacun comprend que le sang doit couler pour qu'on se maintienne en vie. Il nous dit aussi qu'il a participé dans le passé à une insurrection, l'insurrection des Renards pâles, dont les membres évoquent la figure du terroriste tel que l'a décrit Eisenstadt, puisqu'il est insaisissable. Ses membres sont masqués, ils n'ont plus d'identité, car l'identité, nous dit le narrateur, n'est qu'un piège. On peut citer beaucoup d'autres exemples. Donc, comme je le disais, c'est pour se prémunir contre cette accusation, par c'est la thèse, que Carrère et Enel se tourneraient vers l'essai. C'est d'abord le risque de participer du terrorisme d'État, celui des juges, de l'État inquisitorial, disons, qui les y amène. Pour parer à ce risque, Carrère et Enel ont en effet recours à une dérobade que Carrère exprime en ces termes. Je cite, « Peut-on, lorsqu'on n'est ni victime, ni proche de victime, se permettre de juger ?» Et il répond immédiatement, « Non, on ne peut pas. » Enel lui fait écho, je cite, « Quant à nous, qui n'avons pas à trancher et qui assumons une liberté de ne pas savoir juger, il nous revient de rester dans le vertige jusqu'au dernier moment afin de continuer à nous poser des questions. » C'est d'abord ce refus de juger, ou cette reconnaissance de leur incapacité à juger, qui fait de Carrère et Enel des essayistes, puisque l'essai est héritier du que sais-je et du mollerier du doute de Montaigne, et qu'il a, selon la définition canonique de Théodore Adorno, toujours conscience d'être faillible et provisoire. Carrère et Enel ne cessent de répéter « je ne sais pas, je ne suis plus sûr, je risque une hypothèse » et en même temps. Et on pourrait vraiment multiplier les exemples. Or, cette attitude leur permet également de se distancer du terroriste Abdeslam. Carrère va ici plus loin encore que Enel, puisque du doute de l'essayiste, il en arrive à cette, je cite, position de repli ironique et blasé, consistant à considérer toute espèce d'enthousiasme ou d'engagement avec le ricanement du type patu. Et donc, bien sûr, rien de plus étranger que cette attitude au fanatisme meurtrier du terrorisme islamiste. Mais le doute et l'interrogation sont déjà suffisants pour se dissocier du livre auquel Abdeslam faisait allusion, puisqu'on a dit que ce livre était un livre absolu. Si le roman s'assimile au glaive de la justice, étendé vers la procédure inquisitoire, l'essai s'assimilerait donc, lui, à la balance que la justice tient dans votre main, donc ce graphique que je mettais dans la première slide. L'équivalent juridique de l'essai, ce serait la procédure accusatoire, avec son principe du contradictoire, selon l'article 16 du Code pénal. Enel s'en fait le plus ardent défenseur. Il s'effraie du fait que dans la Taqiyya, c'est ça? Taqiyya. Cette stratégie de dissimulation des fondamentalistes, il n'existe plus de contradiction. Enel s'effraie de cela. Et Enel se définit par opposition, et les juges avec lui comme, je cite, ne cessant d'être tiraillés par des contradictions. Tout cela qui le conduit à faire l'éloge d'un procès où, je cite, le contradictoire devient le gage d'une démocratie directe de la parole. Cependant, de manière tout à fait contradictoire, précisément, Enel frémit aussi devant ce nœud de contradiction à l'intérieur duquel se formule l'existence d'un des prévenus. Il déplore que tout, chez un autre, n'est que contradiction, qu'un autre s'est égaré dans son labyrinthe et ne parvient plus à s'orienter à travers les versions contradictoires de sa propre réalité. Et là aussi, je pourrais vraiment multiplier les citations. Carrère lui fait écho en écrivant qu'Abdeslam lui fait, je cite, l'impression d'un freluquet empêtré dans ses contradictions. Si Enel a raison de frémir, de s'effrayer, et j'insiste sur ce terme, c'est que dans ce nœud de contradiction, qui est aussi celui de l'essai, et donc il est en commun avec les accusés apparemment, réside aussi sa potentialité terroriste que j'évoquais. Mais potentialité terroriste qui, selon la distinction que je proposais en introduction, n'est plus celle du livre terroriste, mais bien celle de l'acte terroriste. Sans vérité ni objectif pour le guider, l'essai risque en effet de se révéler aussi vide que cet acte, sans consistance propre. Carrère le reconnaît lui-même, son attitude, dit-il, lui fait courir le risque d'être une girouette, toujours de l'avis du dernier qui a parlé, et peut-être sera-t-il de l'avis du dernier qui a parlé, si c'est terroriste, il sera de l'avis du terroriste. D'autant plus que, pour combler ce vide, il doit multiplier des expériences, expériences qui, comme le rappelle Max Benze, dans son classique L'essai et sa prose, caractérisent aussi l'essai. Alors, s'il multiplie les expériences, est-ce que l'essayiste en arrivera à se dire avec Limonov, je cite, tuer un homme au corps à corps, c'est comme se faire enculer, un truc à essayer au moins une fois. Et on peut aller très loin avec ce type de raisonnement. Du moins, ce qui est certain, c'est que, comme le rappelle Irène Langlais dans son livre sur l'essai, ce refus de juger, cette incertitude, font de l'essai un discours dont, je cite, le thème n'est pas suivi, dont l'argumentation souvent tourne court.
c'est un discours qui est promis à l'errance, au vagabondage. Essayistes, Enel et Carrère le sont alors aussi en ce qu'ils n'empruntent pas un cheminement linéaire en vue d'une fin précise. Je cite, « On ne sait pas ce qu'on attend, on ne sait pas ce qui arrivera, on y va », dit Carrère. Et de même, Enel, « J'écris ce texte depuis plus de 4 heures, je l'improvise pour vous ». Et là aussi, il y a vraiment une répétition de ce motif du vagabondage dans leur texte. Mais, à passer ainsi d'interrogation en interrogation, de doute en doute, de contradiction en contradiction, d'expérience en expérience, le procès et l'essayiste ne risquent-ils pas de rejoindre Mohamed Abrini, l'un des accusés du procès de novembre, dans ses, et je cite Carrère, ses voyages en zigzag. Et c'est justement à ce point que Carrère et Enel, conscients qu'ils sont de ce risque, je crois que vous l'avez aussi mentionné, madame, se retournent vers la fiction. De ces voyages, Carrère nous dit en effet qu'à vrai dire, on s'en fout un peu. Car lui, Carrère, ce qu'il aimerait savoir, c'est, il ne complète pas, mais on est tenté de compléter avec le titre d'un autre de ses livres, un roman cette fois, une collection de nouvelles, il est avantageux de savoir où aller. Car Carrère nous dit aussi qu'il y a eu des périodes, pendant qu'il écrivait Limonov, où il avait peur, en racontant sa vie, de se fourvoyer, de se perdre, qui est précisément le risque de l'essayiste. Et c'est pourquoi, par moment, laissant de côté sa suspension de jugement, il se permet de faire des affirmations, contrairement à ce qu'il disait. La fausseté de cette opinion me semble criante, dit-il, ou encore, on dit qu'il parle la langue de bois, ce n'est pas vrai. Donc, Carrère dit le vrai et le faux parfois. Et ainsi, depuis son propre essayisme, il tend vers la fiction pourvoyeuse de sens, ne serait-ce que parce que la fiction a un début et une fin bien identifiés et suit un développement linéaire, du moins ce type de fiction. Je pourrais montrer la même tension chez Enel, mais pour faire vite, je vais juste me contenter de cette citation qui résume bien cette tension chez lui aussi. Il écrit peut-être, alors à l'occasion du procès, peut-être quelque chose s'écrira qui me fera mieux voir le monde. Je n'accepte pas qu'il demeure en noir et blanc. Je n'accepte pas les crimes. On voit bien qu'on a d'un côté, avec le je n'accepte pas ainsi, l'absolutisme du jugement, s'agissant du terrorisme, et d'autre part, on a aussi le peut-être, on a le refus du noir et blanc, qui tend plutôt vers l'essayisme. Et donc, confronté à un terrorisme se présentant comme récit absolu, l'écrivain est pris dans une espèce de double bind, qui est aussi un cercle vicieux, comme je le dis dans l'introduction, puisque le risque terroriste de la fiction est conjuré par l'essai et inversement. Si l'écrivain recourt à la fiction pour condamner le terrorisme absolument, il le rejoint dans son mode opératoire. Si, pour s'en distancer, il recourt à l'essai et à cette suspension du jugement, il le retrouve dans son vide. Vide que seule la fiction, ou l'action appelant la fiction, peut remplir, et ainsi de suite. En d'autres termes, s'il se différencie du livre terroriste dans son absolu, il se rapproche paradoxalement de l'acte et de la figure du terroriste comme vide à combler. Et encore une fois, inversement. Et c'est pourquoi donc, là où le procès passe de l'essai au roman, de la balance du contradictoire pour en arriver au jugement, à l'épée du jugement, Enel et Carrère, eux, doivent, pour s'innocenter, pour jouer leur rôle d'écrivain en procès, être à la fois l'épée et la balance. Et ce, donc, non seulement de Limonov avec 13 et de Tien de la Couronne au procès, mais au sein même de ses œuvres, qui s'avèrent donc toutes 4 des romans-essais. C'est un terme, il n'est pas précisé dans l'introduction, mais que propose Stefano Ercolino dans un ouvrage qui s'appelle The Novel Essay, et Claire de Valien également. Donc, je pense que le terrorisme pourrait apporter, enfin, l'étude du terrorisme telle que la présente Eisenstadt pourrait compléter cette théorisation de ce genre dont Ercolino et Obadia font le genre de la crise de la modernité. Je crois que le terrorisme aussi est en un sens une cause de la modernité complémentaire en quelque sorte. Je conclus avec Carrère, moi aussi, avec cette scène finale que vous avez évoquée, cette scène finale de V13, qui, selon Carrère, résout toutes les tensions de manière métaphorique, puisque accusé, partie civile, avocat, et même notre écrivain se retrouvent, comme on l'a dit au terme du procès, à trinquer tous ensemble dans un bar, reformant la communauté que l'acte terroriste avait fait éclater. On est là, on est ensemble, vous l'avez dit, écrit Carrère. Et je compléterai donc, il faut bien entendre, si on veut conclure de cette manière-là avec Carrère, il faut bien entendre que ce là et cet ensemble sont toujours sur la brèche, dans la tension permanente que j'ai décrite. Brèche, qui est une expression qu'on retrouve chez Enel, sous la forme du laps, le laps de la parole. La parole, qu'elle soit écrite ou prononcée, témoigne mieux qu'aucun humain
parce que elle se situe là, dans ce laps entre la vie et la mort, et elle compléterait donc entre le roman et l'essai, entre l'écrivain et le terroriste. Merci. Vous avez des questions aussi? Oui, j'aurais besoin d'un éclaircissement. Parce que, je reste perplexe sur une présentation donnée en toute sérénité de la fiction comme potentiellement inquisitrice. Est-ce qu'une fiction est nécessairement assertive? Je n'en suis pas sûr du tout. Oui, oui, non. Ça semble votre point de vue. Voilà. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que c'était formulé par comme présentation, alors qu'elle peut être elle aussi en forme d'invention, sans nécessairement, comme vous l'avez formulé aussi, être structurée par un cheminement de narratif linéaire avec un début, une fin, et d'autres modes d'énonciation de fiction existent, sont avérés. Voilà, donc je suis un petit peu perplexe par rapport à ça. Je ne doute pas du fait qu'il y ait des modalités qui correspondent à ça, et le fait de l'énoncer sans autre forme de, et je vais insister sur ce mot, sans autre forme de procès, me semble absolument essentiel, parce que le mot procès aurait mérité peut-être d'être interrogé aussi dans sa polysémie. C'est à la fois juridique et précisément cheminement, hein, processus. Voilà. Et peut-être que procès serait une autre formulation de ce roman-essai dont vous essayez d'analyser la dialectique. Voilà. Oui, non, mais merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec vous et ça me permet de préciser parce que c'est vrai que une présentation rapide, on est forcé de gommer certaines aspérités, disons. Je crois que en effet, la fiction ou le roman auquel je fais appel, à laquelle je fais référence, hein, est un type de fiction, un type de roman qui serait le roman réaliste de la fin du XIXe siècle, peut-être. Enfin, mais l'essentiel, en fait, c'est ça, votre question met le doigt dessus, c'est que le roman est par définition un genre indéfinissable, un genre mouvant, un genre flou, de même que l'essai. Et en fait, c'est à ça que je voudrais en arriver, c'est que le terrorisme, avec ces questions qu'il pose à la fiction, nous permet justement d'arriver à une définition plus précise de ce qu'est la fiction, justement, de quel roman, de quel essai. Et je pense que tous les romans que vous évoquez, en fait, sont travaillés par l'essai, justement. Je dirais, dès lors que le roman se détourne de cette tentation, disons, épique, en fait, plutôt, de donner du sens, d'être dans l'absolu, c'est qu'elle est travaillée par l'essai. Et donc, cette espèce de mouvement de va-et-vient que j'essayais de montrer, ou par la poésie aussi, voilà, c'est ça. Mais donc, on peut jouer énormément là-dessus autour de ça. Mais c'est vrai que, merci il faut préciser, je vais en effet. Moi, je voudrais une question aussi à vous, éventuellement, je remarque si le temps qu'on pas. Qui regarde d'autres aspects de ce que vous avez parlé, c'est-à-dire l'essai. Vous avez regardé le texte de Carrère comme un essai. En essai. En essai. Est-ce un essai? Ah, est-ce un essai? Parce que vous appuyez vos démonstrations sur le fait qu'on passe d'un roman à l'essai, oui. Alors que mon point de vue, vous n'avez pas dans l'essai. Alors, non, mais c'est notre question, mais c'est une question qui se pose en effet, mais premièrement, je pense que ça entre dans la catégorie de l'essai entendu au sens large dès lors que c'est une chronique journalistique et que le journalisme est intégré par certains théoriciens dans l'essai au sens large. Mais surtout, ce qui, pour moi, fait de ces textes des essais, c'est justement cette incertitude, cette mise en avant de l'écrivain comme un écrivain qui doute, qui hésite, qui vagabonde, justement. Il y a cette mise en scène de l'essayiste. Enfin, encore une fois, l'essai n'est pas un genre qui a reçu une définition définitive parce que c'est, encore une fois, par définition, un genre mouvant. Et donc, je me rattache à ces deux caractéristiques essentielles qui sont d'une part donc incertitude de doute,
en remontant dans la montagne. Et je crois que dans ces chroniques, ils font l'usage de cette, enfin, ils s'inscrivent dans cette filiation par le doute et par le questionnement. Et d'autre part, par justement l'insertion, encore une fois, de l'écrivain comme figure du doute dans le texte lui-même, en fait. Donc, c'est par ces deux aspects-là que, pour moi, ça relève de l'essai. L'autre question, ça serait pour Monica Chatti. J'ai été très sensible à ce que vous avez dit, de la manière dont la langue était dévoyée, etc. Je pense que ça rejoint indirectement la question de laisser ou pas de laisser. L'impression que j'ai eue en t'écoutant vraiment, c'est qu'on avait affaire finalement à une chronique du lieu commun. Ce que tu as énoncé, finalement, la question du sacré, de l'église, etc., du procès, comme on est dans un lieu commun littéraire, on est vraiment dans un propos qui est assez privé. Le renvoi à des usages banalisés par les médias de l'arabe, c'est du même ordre. Je me demandais si justement on n'avait pas affaire à quelqu'un qui ne pense pas. Pardon, hein, mais non, mais je caricature, mais sont très directes. non, mais un peu l'inverse en fait c'est comme si on récupérait toute une série de choses qui traînent et qu'on véhicule, mais c'est pas forcément une critique, hein, on a besoin de gens qui transportent que les fleuves arrivent. Mais est-ce que vraiment il est dans cette posture-là de l'interrogation critique, quoi? Donc, moi, j'ai pas l'impression du tout. Si? Enfin, je sais pas. Ouais. Faut dialoguer entre vous. Je suis pas même le micro. Non, mais voilà, j'ai pas du tout envie aussi d'être éventuellement injuste à l'égard d'Emmanuel Carrère et de son livre. Ça se lit très très facilement. Vraiment, je l'ai lu presque comme un roman. Bon, voilà, donc oui. Donc ça, alors il y a cet aspect-là. Il y a un rappel des faits, il y a des choses, mais après, qu'est-ce qu'il en reste de ça? Pardon? Oui, ben, voilà, donc j'ai l'impression effectivement qu'on pense pas beaucoup. Je pense que nous, ça peut nous aider à penser, mais est-ce que lui, il a pensé des choses? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il cherche un peu à contenter le public le plus large. Ce matin, je crois que c'est Stéphane Hirschi qui a parlé des lieux communs, c'est-à-dire qu'on avait besoin de lieux communs pour partager quelque chose. Donc, il y a cette stratégie-là aussi, finalement, de parler de choses susceptibles de nous rassembler, d'être reconnus par le plus grand nombre de lecteurs afin de transmettre aussi quelque chose, des informations factuelles, des discours, etc. sur ça. Maintenant, je sais pas. Ça ne me perturbe pas, voilà. Ou alors, ça m'a un peu énervé sur certaines choses, mais ça ne m'a pas perturbé, ça ne m'a pas inquiété intellectuellement. Je n'ai pas posé le livre en me disant « Ah, là, vraiment, je ne m'y attendais pas », alors que j'ai lu quand même d'autres, voilà, des choses chez Annelle qui m'ont à chaque fois extrêmement étonnée, interrogée. Alors, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de distance entre les deux livres, je pense. Il y en a un, effectivement, qui s'interroge vraiment. Et il ouvre sur la Bible, comme l'a dit la juriste Julie Alix, et puis un autre qui finalement cherche à parler un peu à tout le monde, et cherche à se faire comprendre par tout le monde. Et puis cette femme, vous avez parlé de métaphores, oui, on reconstitue la communauté, etc., mais c'est tellement artificiel, c'est tellement superficiel qu'on n'y croit pas un instant, et en fait on se dit, bon voilà, c'est un peu égocentrique. À la fin, il se referme, là où Enel, il s'adresse au lecteur. Vraiment, la dernière fin, c'est ça. Il ouvre sur le lecteur. Carrère, il parle de lui, c'était mon procès. Bon, ça m'a choqué aussi. Voilà. Il y a une tonalité emphatique qui est un peu pamphlétaire, égocentrique, qui l'emporte par moments. Et ça, c'est un petit peu dommage. C'est étonnant de la part d'un écrivain comme lui. Je vous passe le micro. Je ne vais pas en dire plus. Non, je suis d'accord avec vous, je crois, et finalement avec vous aussi. Parce que... Non, mais c'est vrai que pour moi, il y a un peu de posture de la part d'Emmanuel Carrère sur ce point. Je me demande, en fait, le point de départ de la réflexion, c'est quand même en lisant Limonov, en lisant d'autres œuvres de Carrère, en lisant aussi des romans de Enel, c'est quand même assez frappant cette fascination qu'ils ont pour la violence, cette fascination qu'ils ont pour des figures
qu'on peut assimiler justement les terroristes, comme Limonov. Vraiment, le thème du double est très clair dans Limonov. Et tout d'un coup, ensuite, ils arrivent au procès, ils écrivent des chroniques ou des essais ou des livres, en tout cas, dans lesquels, au premier abord, ils sont clairement du côté ou des juges ou des victimes. Et donc, je pense qu'il y a chez eux, je sais pas si c'est conscient ou non, mais en tout cas, cette espèce de nécessité peut-être d'en rajouter dans la distanciation, enfin, nécessité de distancer autant que possible de cette figure criminelle, violente, etc. D'où le fait qu'ils en rajoutent justement sur le questionnement, sur les doutes, qui est un peu, enfin, c'est un peu, ça devient un peu un topos en fait, l'insondable, l'indicible, on peut pas savoir, etc. Je crois qu'ils reprennent un peu ça, et je crois que chez Carrère, c'est un peu artificiel, en fait. Chez Léna, ça me paraît plus sincère, mais bon, ça c'est une question plus large. Merci à tous les deux. C'est passionnant et merci à Mounira Chati de ce courage qu'ils font aussi pour aller des fois quand même égratigner un peu certaines œuvres. Alors, moi, je parlais des pratiques littéraires post-attentat ce matin. Enfin, c'est un peu une remarque en fait que je fais pour dire que parmi ces pratiques littéraires post-attentat, je pense que ce serait vraiment important d'aller interroger celles qui consistent pour des écrivains à aller braconner sur ces terres-là. Avec tout ce que ça peut recouvrir de captation de légitimité de l'événement, oui, il y a de la stratégie, enfin, clairement, par rapport à une espèce de littérature du scrupule, comme on a vu hier soir avec Karine Tuile, on est sur, éthiquement, déontologiquement, sur une espèce de déontologie d'écrivain. Il y a quand même des choses un peu à interroger de cette façon de s'inviter dans les procès, d'attraper des histoires, d'une manière dont certaines ici pourraient témoigner du fait que ça peut s'assimiler vraiment à des formes d'histoire qui essaie de soustraire aux gens un peu à toute force. Captation. Ouais, voilà, vraiment malgré eux. Voilà. Donc, d'autant que, c'est un peu démagogique d'un côté, on surfe sur quelque chose, et puis il y a toute cette dimension quand même un petit peu inquiétante, un petit peu récurrente, un peu rémanente aussi de l'assimilation de la figure. Alors c'est aussi cette fascination effectivement cette fascination pour ces figures-là qui s'avouent, qui se dissimulent mal, qui de temps en temps se parlent de quelque chose, mais voilà, et qui d'ailleurs fait le lien avec ce qu'Aurélien Mercier disait hier quand il nous rappelait cette saillie de Philippe Solers qui s'identifie aux djihadistes parce qu'il prend les mêmes drogues qu'eux, ce qui nous rappelle évidemment l'éloge d'Anders Breivik de Richard Miller, etc. On est quand même sur une tradition bien sale. Merci. Alors, il y a une question en ligne. Alors, il y a des passages où il faudrait les imager. Alors, Abdeslam est la vedette et les avocats jouent son jeu. Profession combattant de l'État islamique, le président, moi je vois intérimaire, c'est en effet une scène de théâtre. Quelle est la part de l'humour? C'est une question pour tous les deux. La part de l'humour dans le procès ou dans... À travers cette citation de Carrère, en en fait, fait, dans Betrel. Oui, c'est effectivement. Non, allez-y, vous faites. Oui. Oui, c'est Carrère, mais aussi d'autres qui rapportent cela. Alors, la question, c'est quelle est la part de l'humour? Carrère, en rapportant ça, entre guillemets, effectivement, en fait, il met l'accent pas tellement sur le côté théâtre ou comédie, etc. Il met plutôt l'accent sur la maîtrise dont fait preuve le juge. Donc, qui reste absolument stoïque et qui ne répond pas du tout à la provocation de Salah Abdeslam quand il assume comme ça profession, parce que là on est dans la partie personnalité, interrogatoire sur la personnalité et voilà, donc voilà, je pense qu'il évite. Là, il évite, il essaye de ne pas tellement aller sur ce terrain-là et il dit tout simplement qu'il admire la froideur, la distanciation dont fait preuve Périès à ce moment-là. Il ne répond pas à la provocation et il poursuit le questionnaire en disant « Ah, moi, je vois intérimaire ».
point, pas de rire, rien, et on continue, l'interrogatoire continue. Donc voilà, il y a peut-être un blanc aussi dans le récit de Carrère. Mais on ne va pas le combler à sa place non plus. Voilà, je ne sais pas si vous voulez ajouter. Ouais. Je viens de voir la précision. Ouais. En fait, il y a eu une précision qui est venue juste après, quand vous étiez en train de répondre. Elle dit, la personne disait, dans janvier 2015, le procès aussi, dans le procès de janvier 2015 aussi, il y a du mot, la BD, le BD, la BD. Ouais. La BD, ouais. Je pense qu'il faut conclure ce panel. Je vous remercie tous les deux, c'était vraiment super intéressant. Et est-ce qu'on a Un quart d'heure. un quart d'heure Ouais. de café? Ok, merci beaucoup. Il y a du... Ah oui,